on se faisait régulièrement tirer dessus. Donc la première fois, j'ai été impressionné. J'ai pris des photos. Il y a des trous dans ma machine, c'est incroyable. Et puis très rapidement, c'est banalisé, à tel point qu'on avait un patch pour se passer dans les équipages. Ça s'appelle le patch boulette magnet. Donc l'aimant à balles Bastos. Et c'est celui qui avait pris le plus de balles dans la semaine. Prenez le patch pour la semaine suivante. Puis après, on se passait ça. Donc il y avait un côté quasiment enfantin. Hein. Alors c'est pas un jeu. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le commandant de la BA 123. C'est dans cette base de l'armée de l'air et de l'espace que sont stationnés différents escadrons de transport, notamment des A400M, ainsi que 3 unités des forces spéciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors je suis le colonel Guillaume Vernet, je suis aux commandes de cette base aérienne depuis un peu plus d'1 an et demi bientôt. Et moi je suis donc de l'armée de l'air et de l'espace, je suis pilote d'hélicoptère au départ. J'ai fait ma carrière, la majeure partie de ma carrière à Cazaux, au sein d'une unité qu'on appelle le Pyrénées, où je faisais du sauvetage au combat en hélicoptère. Et puis un petit peu, j'ai fait la migration vers les forces spéciales, vers les opérations spéciales dans le milieu des années 2010. Voilà. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour un échange aux États-Unis. Je fais 3 ans au sein de l'US Air Force. Et puis après, un temps en état-major, parce que ça fait partie de notre cursus aussi, avant d'arriver dans ce bel écrin, cette belle base aérienne d'Orléans. Il y a 1 an et demi, dans les grandes lignes. Vos missions à la tête de la base, c'est quoi ? C'est quoi votre quotidien ici ? Alors, donc vous voyez, on est devant l'outil principal. Une base aérienne, vu de ça, on a l'impression que ça peut être simplement une piste. En définitive, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, la plupart des opérations, nos engagements à l'extérieur, se font depuis nos bases aériennes. C'est-à-dire que les avions partent d'ici, font leur mission et ils reviennent ici. C'est-à-dire que le lieu où se préparent les opérations, le lieu où toute la mise en condition du personnel, tout se fait ici. En fait, cette base, c'est un outil de combat. C'est-à-dire que les gens passent l'entrée de base le matin, ils sont déjà au cœur des opérations. C'est le cas pour les équipages, ça paraît assez logique, mais c'est le cas pour tous les autres autour. On va prendre donc le cas particulier d'Orléans avec 2 pôles principaux. Donc il y a l'A400M, un avion qu'on a dans les forces depuis 10 ans cette année. Il est arrivé en 2013. C'est un avion qui permet d'aller plus loin, plus vite, avec plus de charge offerte. Donc on s'affranchit des contraintes de temps, des contraintes d'espace et des contraintes de charge offerte. Pour la planification des opérations, c'est magique. Je ne veux pas dire qu'on enlève toutes les contraintes, mais on en fait reculer beaucoup. Donc, comme on a plus de charges offertes, forcément on a plus de gens pour préparer les charges dans les avions. Parce qu'on ne charge pas un avion comme vous chargez le coffre de votre voiture. D'accord ? Donc, on a une multitude de gens ici qui embauchent et qui rentrent directement les autres. Parce qu'il y a des départs avions tous les jours vers l'extérieur, vers les opérations, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, sur le flanc est européen, mais aussi des appuis vers les zones de souveraineté françaises, donc aux confins de l'Asie, du Pacifique, etc. Et donc tout ce petit monde-là, donc c'est à peu près, on va dire, il y a 2600 aviateurs, puis après il y a d'autres soutiens, il faut les commander. Et il faut les commander, il faut leur donner des ordres, c'est-à-dire transformer une volonté, je ne vais pas dire politique parce que ça c'est pas mon boulot, une volonté qui vient du dessus, donc les états-majors vont donner des grandes directives sur la façon dont on doit opérer, etc. Ça va de la sécurité à la tactique, aux procédures, aux règles de gestion, et puis tout ça arrive dans les mains des représentants sur la base, et ça passe à travers le commandant de la base
Donc voilà, le boulot du commandant de base, c'est de tout faire pour marier tout ce petit de 2600 aviateurs, à peu près 400 militaires en plus, des civils, etc. On a un peu plus de 3000 personnes pour que tous les jours, on puisse survoler ces avions. Donc il y a les A400M, mais il y a aussi les forces spéciales. Donc dans l'armée de l'air, on a 4 unités de forces spéciales. Et dans ces 4 unités, il y en a 3 qui sont stationnées ici. Et il y a le Poitou, l'escadron de transport qui est au profit du COS. Il y a le CPA-10, le CPA-30, commando parachutiste de l'air. Et la quatrième unité des forces spéciales, c'est le Pyrénées, donc celui d'où je viens, à Cazaux. Donc voilà, ça c'est le deuxième pôle de cette base aérienne. Voilà, mon travail, c'est de tout faire pour que les opérations puissent être menées d'ici, avec les moyens qu'on nous donne, avec le tempo qui nous est imposé. Et puis, il faut que le succès soit au bout, quoi. Donc, il y a quelques opérations qui ont été assez emblématiques, en tout cas médiatisées. Donc, il y a eu à Pagan à l'été 2021, où, voilà, en 72 heures, 15 août, période qui est plutôt une période en France plutôt calme, on fait une grosse injection et on envoie une force capable d'extraire des ressortissants, des gens qui ne sont pas du tout militaires, dans une zone hostile, pour les ramener chez nous. Voilà, c'est la mission qu'on peut confier à une base aérienne. Ces petits de combat, on lui envoie une instruction, il faut vous débrouiller pour que, dans 72 heures, vous ayez des avions qui soient sur place. Il y a d'autres missions qui sont, dont on a parlé aussi il n'y a pas très longtemps, la récupération des familles de djihadistes en Syrie. Ce sont des équipages qui venaient d'Orléans. Donc les 2 dernières récupérations, la première était assez médiatisée, les suivantes un petit peu moins, mais ça c'est le jeu des médias. Bon, on est assez vite blasé par ce qui peut se passer autour de nous. Voilà, ça décolle d'Orléans et ça finit chez nous. Et ces ressortissants-là, je ne parle pas que des djihadistes, mais je parle aussi de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Quand ils arrivent ici à Orléans, est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place, comme je pense par exemple à la base de Ramstein en Allemagne, où ils ont carrément fait des petits villages d'accueil un peu en mode camp Alors, que ça soit les ressortissants de Kaboul ou les familles de djihadistes, le point de chute final n'était pas ici. Tout simplement parce que quand je parle d'outils de combat, c'est un outil de combat pour ces avions. Après, c'est le travail du Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de trouver un point de chute qui soit adapté à ce genre de choses. Puisqu'elle a effectivement, derrière, il y a des questions d'immigration, enfin tout un tas de choses, tout un dispositif qui est pour lesquels on n'est clairement pas équipé. C'est plutôt arrivé sur une base comme Villacoublay, où c'est régulièrement le cas, ou des aéroports civils, où là toutes les installations aéroportuaires sont prévues pour accueillir des passagers. La particularité de cet avion, la 400M, c'est que il a une grosse charge offerte en volume. On peut emmener des gros cartons, si vous voulez. En revanche, si on met du personnel, il n'y a pas beaucoup de place dans l'avion pour des personnels. Donc finalement, en place assise, là, c'est sûr que si on pouvait faire 2 étages, ce qu'on peut faire physiquement dans l'avion, mais on ne le fait pas parce que c'est pas prévu pour, enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en place assise, quand on met les gens au sol, c'est un petit avion. Il y a à peu près 100 personnes. Donc c'est pas un hub passager, cette base aérienne, mais c'est vraiment un hub logistique. On est capable de pousser du fret de l'extérieur et de récupérer du fret ici. D'accord. Pourquoi les forces spéciales sont ici ? Il y a une raison historique ou c'est une raison purement pratique d'avoir les A400M à dispo ? Alors, vous savez, c'est un petit peu le propre de toutes nos bases aériennes. On a un petit peu le fruit de notre histoire. Le stationnement géographique, c'est le fruit de choix
à la fois politique, puisque quand on crée une emprise comme celle-là, chaque élu veut sa part du gâteau. Donc les bases aériennes s'ouvrent et se ferment au gré de la volonté politique et du poids des élus. On a eu une période, ces 20 dernières années, où on a fermé beaucoup de bases aériennes. Parce que, voilà, ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Il y avait moins besoin de forces militaires, ou en tout cas on a réduit les budgets, et nous il a fallu qu'on s'adapte pour pouvoir faire les missions qui nous étaient demandées. Donc on a fermé des bases aériennes, et donc on a dû densifier celles qui restaient. Ici, historiquement, c'est une base de transport qui a accueilli à peu près tous les avions de transport qu'ait connu l'armée de l'air. Vous avez un spécimen en face, là, la grise, le Nord Atlas. Ici, on a aussi accueilli le Transal, l'Hercule C-130H, la 400M, l'Hercule C-130J. Donc, c'est vraiment une base de transport où on a accueilli tous les avions. Le CPA-10, qui a été créé peu de temps après la création du COS, s'est installé ici, tout simplement parce qu'il y avait un quartier qui permettait de les accueillir. Et puis on est proche de la plaque parisienne, donc pas très loin des états-majors, il y avait un côté pratique. Donc voilà, historiquement, le CPA-10 était ici. Pour ce qui est du Poitou, le Poitou a une historique un peu particulier. Il y avait d'abord, c'était juste une division d'une unité, une division opération spéciale qui était plutôt stationnée à Toulouse. Ensuite, il est venu s'ancrer ici, mais là c'est peut-être c'est plus le fruit de il y a une plateforme et donc qui permet d'accueillir les avions. Donc voilà, le Poitou, le 10 était stationné là. Puis après, par la force des choses, le stationnement de ces deux types d'unités, le choix d'avoir ensuite pris la base aérienne d'Orléans pour installer la 400M, tout ça fait que on finit par agglomérer tout un tas de choses autour. Mais c'est plus le fruit d'une histoire et de multiples concours de circonstances finalement, que maintenant évidemment c'est un choix délibéré. On est arrivé, on a rajouté le 30, la 400M, on fait grossir la force commando parce qu'il y a une opportunité, parce que la base le permet. Mais initialement c'est plutôt des concours de circonstances. Il faut une évolution. Quand vous êtes présenté, vous avez dit que vous veniez de l'univers plus hélicoptère que avion. C'est la première fois d'ailleurs qu'un commandant de base est à la base pilote d'hélicoptère. Pour ici, ouais, tout à fait. C'est un choix délibéré de nos grands chefs dans l'armée de l'air, de croiser les cultures. C'est vrai que j'étais plus attendu sur s'il m'était donné de commander une base, j'aurais été plus attendu sur une base hélico. Et moi-même, j'étais le premier surpris quand on m'a envoyé ici. Maintenant, c'est un avantage qui est considérable, c'est que j'ai eu, en arrivant ici, ce droit d'étonnement et finalement beaucoup plus de facilité de porter avec courage des idées nouvelles. Parce que finalement, j'étais un peu étranger à ce type d'opération. Et donc, je pouvais me permettre de poser des questions naïves, entre guillemets, pour essayer de faire entrer de nouvelles idées. Alors je dis pas que j'ai révolutionné quoi que ce soit, bien au contraire, mais on dit souvent dans les hélicos, on pense différemment. On est différent tout simplement parce qu'un hélico, ça que des effets induits, on pilote une machine qui veut surtout pas voler en fait sur le fond. Donc il faut un petit peu réfléchir différemment, ça fait d'autres schémas mentaux. Et ici, pour moi, c'était un avantage, quoi. Parce qu'effectivement, je connaissais beaucoup moins de monde, donc pour commander des gens avec lesquels on n'a pas le même affect, c'est quand même un petit peu plus simple. J'avoue que si je m'étais retrouvé avec d'anciens camarades proches à Chiasso, ça aurait été peut-être plus compliqué je sais pas, je suppose, ça aurait été plus compliqué de s'imposer ou d'avoir, de porter ce costume de chef, parce qu'il y a un côté, ok, on s'impose par les gars, mais il faut rentrer dans le costume aussi.
Et justement, ça n'a pas été compliqué au début de vous faire... alors, dans la hiérarchie militaire, on ne peut pas trop discuter les ordres, mais il y a quand même peut-être des réticences à être commandé par quelqu'un qui vient pas de la boutique. Alors, j'ai pas senti comment dire, de fléchette dans mon dos en arrivant. Non, on est un milieu alors déjà, effectivement, la hiérarchie, c'est une science exacte. Et c'est quand même assez pratique. Finalement, comment dire, la crédibilité vient des opérations d'une certaine façon. La plupart comment dire, on est dans un système qui évolue en permanence, qui évolue énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chefs de l'armée de l'air qui sont soit pilotes d'A400M ou pilotes de Rafale, tout simplement parce qu'ils sont encore d'une époque où il y avait d'autres avions. Pourtant, ça n'empêche pas de commander toute l'armée de l'air, hein. On n'a pas besoin d'être crédible sur la machine du moment. Donc, on est le fruit d'un système où on transforme de l'énergie en mouvement, quoi. On est là pour recevoir des ordres, enfin des directions, et les transformer au niveau tactique, donc au niveau du terrain, en façon de faire. Et ça, c'est effectivement le fruit de un peu plus de 20 ans de carrière, hein, en gros. Les gens pour qui je travaille, ou les gens qui travaillent pour moi, je leur parle pas une langue qui leur est étrangère, et je saisis bien leurs problématiques, même si j'ai pas été moi-même au CPA10 ou j'ai pas piloté un A400M ou un Hercule. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a un système qui est assez bien fait, vu de ma place. Il faudrait interroger peut-être plus de monde sur la base pour leur demander leur avis. Vous faites partie d'une génération qui a connu des conflits assez durs. Vous parlez de l'Afghanistan, quand vous étiez intégré dans l'US Air Force, donc cet échange-là. J'ai lu quelque part, vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas, mais que vous avez fait 57 missions de sauvetage en 60 jours de terrain. Alors oui, il y avait un peu plus que 60 jours parce que j'ai fait pas loin. Alors avec l'US Air France, j'ai fait pas loin de 7 mois en Afghanistan. Après, le nombre d'émissions, alors j'avais regardé ça dans mon carnet de vol, puis après, avec les décorations, tout ça est écrit. Maintenant, vous me demandez le nombre exact, je serais incapable de vous le dire. Mais effectivement, j'ai eu énormément de chance de pouvoir être intégré dans ce milieu-là et puis de faire ces missions-là à ce moment-là. C'est plus c'est pareil, hein, c'est un concours de circonstances. On est au bon endroit au bon moment, et puis il se trouve que c'est certainement et de très loin la partie la plus passionnante de ma carrière. C'est pour ça que j'étais rentré finalement. Quand on vous confie un équipage complet avec une machine assez incroyable et que tous les jours vous allez récupérer des gens pas toujours en bon état, malheureusement, mais vous en sauvez quelques-uns, c'est extrêmement gratifiant et super enthousiasmant. Enfin, en tout cas, dur, non, je peux pas. Enfin, c'est un théâtre dur, oui, effectivement, il y a des moments difficiles. Après, je suis peut-être un petit peu naïf ou encore trop enfantin dans ma tête, mais j'ai jamais trouvé ça dur. C'était, au contraire, mon épouse, quand elle m'appelait au téléphone, quand on s'appelait au téléphone, j'étais plus excité de ce que je faisais que inquiet ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais, dur dans le sens conflit difficile Oui, pour... j'entends bien. Oui, tout à fait, oui. Oui, moi on a vécu des choses assez incroyables. J'ai tendance à le dire régulièrement. On avait donc dans ce fonctionnement dans l'US Air Force, on travaillait en shift de 12 heures. Donc on faisait 12 heures on et 12 heures off. Et pendant qu'on était off, il y avait un autre équipage qui prenait le relais. Et donc notre travail, c'était d'aller récupérer des gens sous le feu à l'ouest de Kandahar, dans la vallée de l'Helmand. Et
Et donc, cette vallée était reprise par les Américains, enfin, on va dire la coalition. C'était l'opération Enduring Freedom. Et ils étaient pied à pied avec les talibans. Ils avançaient mètre par mètre tous les jours. Donc on briefait l'opération, et puis en tout cas on avait les concepts d'opération la veille. Et puis les gens, que ce soit les US Marines, les Royal Marines ou même l'armée, les soldats afghans, avançaient pour reprendre des positions aux talibans. Et ils étaient régulièrement en contact, les troops in contact, avec des échanges de tirs. Puis ils savaient que nous, on allait les récupérer, même s'ils étaient encore sous le feu. Donc, dans ces shifts, on prenait très régulièrement, on se faisait régulièrement tirer dessus. Donc, la première fois, j'ai été impressionné. J'ai pris des photos. Il y a des trous dans ma machine, c'est incroyable. Et puis, très rapidement, c'est banalisé, à tel point qu'on avait un patch pour se passer dans les équipages. Ça s'appelle le patch, c'était le bullet magnet. Donc l'aimant à balles Bastos. Et c'est celui qui avait pris le plus de balles dans la semaine qui prenait le patch pour la semaine suivante. Puis après, on se passait ça. Donc il y avait un côté quasiment enfantin. Hein. Alors c'est pas un jeu parce qu'on s'amuse pas. C'était très sérieux. Enfin, mais on prenait les choses avec beaucoup de légèreté. Et j'ai eu énormément de chance parce que moi, j'ai un copilote qui a perdu sa jambe, un autre qui a été défiguré. Enfin, tout n'a pas été rose, mais j'ai ramené tout le monde, en tout cas les gens de l'équipage. Et ce qui n'a pas été le cas pour mon successeur, enfin mon dernier mandat, je suis parti. Donc on fait une semaine avec l'équipage qui va nous relever. Et 6 semaines plus tard, malheureusement, il y a eu une balle qui a été mal placée, et donc l'hélicoptère est parti au tas. Mais c'est vrai qu'avant cet accident-là, on avait vécu quasiment 1 an et demi continu sans perte, quoi. Et on était un petit peu on se sent assez quasiment immortel, en fait. On revient souvent avec des trous. Moi, j'ai pris des balles dans mon cockpit, dans mon moteur, directement. Enfin, bref, c'était devenu quelque chose d'assez courant, finalement. Mais c'était d'une certaine façon banalisé entre nous. Maintenant, à chaque fois que j'en ai parlé par la suite avec ma famille, mon épouse, etc., et je ne voulais pas en entendre parler, quoi. Parce que ça paraissait assez d'une imprudence incroyable pour un jeune père de famille que j'étais. Parce que vous aviez quel âge à ce moment-là? Oula, me poser une colle. Alors, je devais avoir entre mes 30 et entre mes 29 et 31 ans. Ouais. Et débarquer comme ça en Afghanistan, voler sous le feu dans une machine qui n'est pas française, c'était sur un Black Hawk. Ouais. Vous vous sentiez prêt, ou est-ce que vous avez senti l'adrénaline de l'urgence du moment? Alors, bon, se sentir prêt, c'est jamais, on peut jamais dire qu'on se sent prêt. Chaque fois qu'on prépare une qualif, on ne se sent jamais prêt à la passer. C'est après coup qu'on se dit, oui, peut-être c'était bon. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, alors, je ne suis pas arrivé directement en Afghanistan, hein, je suis arrivé d'abord dans l'US Air Force, où j'ai repassé mes qualifs sur Black Hawk avec les Américains, avec la particularité du ravitaillement en vol, des choses qu'on ne faisait pas à l'époque en France. Donc on ravitaillait sur des avions américains. Bref, j'ai eu le temps quand même de me faire à la machine, de me faire à la mission, aux habitudes, au langage, etc. Mais j'ai pas eu à rougir de ce que je savais faire. Finalement, j'ai appris des tactiques particulières, une façon de faire bien à eux. Mais sur les fondamentaux, j'étais à l'aise dès le début. Hein. Donc, et eux-mêmes étaient les premiers surpris. Ça se voit pas, ça s'entend pas, mais bon, si vous voulez prendre la tasse, parce que là, le tactical display à 400M,
C'était assez unique. Ouais, je le vois depuis tout à l'heure, quand je vous écoute, c'est compliqué de rester concentré, parce qu'il y a la KS en face de nous, effectivement, pour ceux qui ne le voient pas, qui nous écoutent, qui est en train de faire des petits loopings à côté, quoi. 60 degrés d'assiette et 120 degrés d'inclinaison à quelques centaines de pieds. Où en étais-je? Donc oui, on part pas directement à l'Afghanistan. Donc j'ai eu le temps de me mettre à la mode américaine. Après, au moment de partir, c'était assez particulier parce que l'unité dans laquelle j'étais partait surtout en Irak et partait pas en Afghanistan. Et c'était d'ailleurs un problème parce que moi, j'avais pas le droit de partir en Irak. Donc c'était assez mal perçu par mes petits camarades qui recevaient quelqu'un, qui prenait des heures de vol, mais qui ne pouvait pas partir en OPEX. Heureusement, quelques mois plus tard, donc au gré des nouvelles élections, décisions politiques, il y avait une bascule des forces, en tout cas en moyen, de l'Irak vers l'Afghanistan. Donc il y avait quasiment, par vase communicant, là où la majorité était en Irak, elle s'est retrouvée en Afghanistan. Et bien sûr, de mémoire, c'était quelques jours après Noël, au briefing du matin, et quand on est serrant qui dit « Ok, on part en Afghanistan, ça part dans quelques semaines. Il y a des gens qui sont prêts. » Là, j'ai levé la main tout de suite et on a trouvé 2 équipages comme ça au café, quoi. Et là, par contre, ouais, là, je me suis dit, bon, tu te lances dans autre chose. Parce que je savais qu'on partait, donc j'étais assez rapidement briefé sur justement l'opération et la volonté de reprendre la vallée d'Helmand dans l'ouest. Et on est arrivé en même temps que plus de 20 000 Marines. J'étais implanté avec 20 000 bonhommes qui partaient pour en les coudre. Hein. On savait qu'on n'allait pas, cueillir des champignons. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on se sent prêt? J'étais très très bien dans mon équipage. On est en équipage constitué, donc pendant quelques semaines, on fait que voler ensemble. J'ai eu la chance d'être avec des gens extraordinaires, vraiment extraordinaires, avec lesquels je me sentais, j'ai été très très bien accueilli. On échange encore régulièrement par message. Et voilà, on se sent prêt dès que la première mission arrive. De toute façon, c'est la muscle memory, donc la mémoire musculaire. Là, c'est parti, quoi. C'est la même chose qu'à l'entraînement, sauf que là, c'est en brain. Et puis, effectivement, on voit les premières balles traçantes, les premiers échanges de tir avec une escorte qui nous explique qu'elle est en train d'effacer une menace ennemie derrière vous, devant vous. Et puis à la fin, dans les dernières secondes, c'est à vous d'y aller pour récupérer les gens au sol. Ça prend une dizaine de secondes, il faut repartir. Et c'est assez, c'est très grisant, très très grisant. Donc après, je pense qu'à chaque fois, c'était un challenge nouveau. Alors pour mon premier détachement, j'étais copilote. Donc copilote, on est là pour, comment dire, on est plus exécutant, finalement. C'est ce qu'on nous demande. Donc là, il faut vraiment être hyper fin sur la maniabilité de l'avion. Il faut savoir vraiment piloter son hélico avec pouvoir rentrer dans les trous de souris sous une menace, etc. Et là où c'était un peu plus dur, c'est de passer de ce stade-là à être chef de mission. Là, bon, c'est autre chose. Il faut décider d'emmener tout le monde au feu ou pas, quoi. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'on attend encore quelques minutes pour pouvoir y aller parce que tel repli, tel mouvement, etc. C'est autre chose. Il y a une phase on porte plus de responsabilité, mais voilà, donc prêt, je pense qu'on l'est au bout d'un moment, mais chaque mission nouvelle vous demande d'être encore prêt d'une certaine façon, d'une nouvelle façon. Il n'y a jamais, ça c'est le souvenir que j'ai, il n'y a jamais une mission facile. Jamais une mission facile, jamais une mission simple. Une fois que je suis allé récupérer, c'est assez rigolo. Hein. Un chien dépressif et un monsieur un soldat qui s'était enfoncé un bâton de sucette dans le palais. Donc on est parti en se disant mission facile. En fait, c'est devenu une mission difficile en cours de route. Donc il faut jamais penser ça va être une mission simple ou une mission facile. Et il y a des missions qu'on peut imaginer dantesques, extrêmement compliquées, des snipers qui sont installés, des menaces qu'on connaît avant d'arriver, où finalement tout se déroule super bien parce que l'équipage est
extrêmement concentré, hyper uni. Et on ramène tout le monde, on a l'impression que tout s'est passé en quelques secondes, quoi. Il s'est passé quoi avec le chien? Là, vous avez piqué la curiosité. Pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi ça s'est mal passé? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un appui à proximité de la base, enfin de l'endroit où on devait faire récupérer les bonhommes. Et puis, c'est cette mission qui était initialement simple. On est arrivé avec finalement très peu de pétrole parce qu'on a beaucoup attendu. C'était dans une zone montagneuse. Et puis à la récupération finale, donc il y avait une chose assez rare. Il y avait un tapis de sol, donc un truc qui évite d'avoir de la poussière. Parce que la particularité d'un hélico, c'est que ça lève énormément de poussière. Donc quand on fait ce qu'on appelle un posé poussière, on pose sans aucune visibilité dans les dernières secondes. Donc, il faut vraiment que la machine soit hyper stable pour la poser à plat et pas cracher la machine. Et là, comme c'était une mission simple, j'avais un jeune qui était au TOC, là, le Tactical Operations Center, qui est le lieu, centre névralgique des opérations. Un jeune qui ne volait jamais. Il était venu parce qu'il était qualifié, mais il s'occupait que de remplir les cahiers d'ordre, nous donner les missions, etc. Et il rêvait de pouvoir venir. Je dis, ok, tu veux venir? Et il était qualifié, donc il pouvait venir. Donc il monte avec moi. Et donc du coup, ça tombe bien, comme on attendait beaucoup, parce qu'effectivement, il faisait un appui pour nous libérer la zone. Donc ça a permis de faire un petit peu d'instruction, etc. Et à la fin, comme il y avait ce tapis de sol, j'ai dit, bon, tu t'amènes la machine jusqu'au posé, ça te pose pas de problème. Avec ce tapis, c'était sûr qu'il n'y avait pas trop de soucis à avoir sur le posé poussière. Et en fait, il se trouve que je me suis trompé, il était un petit peu trop fébrile et il a posé la machine un peu fort. Un peu fort, et ça m'a valu d'abîmer un peu la machine. Donc il y a une caméra thermique qui est sous l'hélicoptère. Et la caméra a touché à ce moment-là. Et je m'en voulais énormément parce que petit excès de confiance, tu as laissé les commandes. D'ailleurs, j'étais commande au bord hein, cette fois-ci. Tu as laissé les commandes à un jeune et t'aurais pas dû en fait. Donc voilà, une mission simple, un chien dépressif et un bâton de sucette qui s'est terminé en une flière cassée. Et en anglais, comment on dit, j'ai l'honneur de vous rendre compte Eh bien, c'est immédiat, c'est dès le décollage en fait. On annonce l'état de la machine directement sur la SATCOM pour dire si on est capable de repartir immédiatement en mission. Et donc là, j'annonce la machine Charlie. Et il me demande pourquoi, et puis j'annonce la flière. Donc là, tout le monde comprend. Donc oui, en fait, derrière, j'ai fait, il y a eu une enquête, etc. Il y a eu prise de sang. Enfin, ça reste entre guillemets, c'était réparé dans l'heure qui suivait. Hein. Mais je m'en suis voulu à mort. Vous avez dit qu'après, vous êtes passé au CPCO, au Centre de conduite des opérations. Ouais. Qu'est-ce que vous tirez comme expérience de tout ça, en fait, en tant que commandant de base aérienne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez comme leçon et que vous appliquez presque au quotidien ou dans votre philosophie de commandant de base? De l'opérationnel et de l'opérationnel en plus interallié comme ça? Alors, ce que j'ai appris là-bas, c'est une culture de la prise de décision. Voilà. Le CPCO, donc le Centre de planification et de conduite des opérations, c'est le cœur du réacteur des opérations. C'est-à-dire que vous avez le politique qui est en prise quasiment directe avec cet outil-là, qui va demander des effets militaires, on va dire des effets politiques, pardon, qu'on va transcrire en effets militaires et en opération. Et le temps de réaction, moi j'étais à la planification, donc normalement c'est des mesures de long terme, mais malgré tout il y a des choses qu'il faut envisager dans des échelles de temps beaucoup plus courtes et proposer des solutions au niveau stratégique. Et on était amené à faire des propositions de décision extrêmement rapides, avec souvent finalement peu de recul, peu d'informations. Donc on ne fait pas des paris, à ce moment-là on n'improvise pas. On fait des calculs et on prend la solution qui paraît à ce moment-là la moins mauvaise, Et c'est une façon d'appréhender notre système,
globalement, parce qu'on a un système, on a des données d'entrée, des données de sortie, qui m'a énormément fait évoluer, quoi. Et en plus, l'avantage de travailler dans ce genre de boutique, c'est que on est en contact non seulement avec son ministère, mais avec d'autres ministères. Et puis, on touche un petit peu à toutes les branches des opérations armées. Et ça m'a amené à comprendre énormément de choses sur le fonctionnement de nos institutions, quoi. Des opérations, ça demande énormément de métiers différents. Et il faut concilier tout ce petit monde-là pour finalement arriver à un résultat sur le terrain. En étant là-bas, j'ai appris le rudiment du fonctionnement des soutiens aussi, quoi. En parlant de prise de décision, le fait de commander, c'est prendre des décisions. Comment on fait pour prendre de meilleures décisions? Alors, je pense qu'il faut rester très très humble. Je ne sais pas si je prends de meilleures décisions aujourd'hui qu'hier. En tout cas, l'expérience donne un petit peu de recul et donne de la hauteur de vue. C'est-à-dire que on arrive, je pense, à relâcher un petit peu la pression, à transformer cette pression en énergie. C'est de lever un petit peu le nez du guidon, à regarder ce qu'il y a en dessous de nous, et puis essayer de considérer les choses dans leur ensemble. Moi j'ai choisi mes combats, entre guillemets. Mon premier... ce à quoi je m'intéresse beaucoup, c'est finalement les hommes que je commande. Voilà. Comment faire au mieux pour eux. C'est-à-dire que les décisions qu'on prenne arrivent à concilier à la fois un effort acceptable, une part de difficulté, quoi, et d'un autre côté, essayer de leur trouver quand même des portes de sortie, des horizons visibles. Et c'est vraiment c'est mon dénominateur commun. C'est mon point de départ de décision. Et puis après, autour de ça, j'agence le reste, quoi. En attendant de mes subordonnés qu'ils fassent la même chose. Donc que leur premier. Après, je dis pas que c'est toujours facile. Je pense que j'ai dû faire des erreurs. J'ai dû mettre des gens en difficulté. Ça fait aucun doute. Mais on apprend aussi de tout ça. Et puis l'essentiel, c'est pas reproduire ces mêmes erreurs derrière, quoi. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, être dans un environnement stressant qui nous impose une réactivité importante comme celle que vous avez vécue en Afghanistan, vous permet de prendre de meilleures décisions? Alors souvent, effectivement, j'analyse les choses avec un peu plus de philosophie, quoi. C'est-à-dire que quand on a vraiment vécu le feu, c'est-à-dire que moi je voyais des balles qui venaient taper juste sous mes pieds, quoi. Vous voyez, comme un peu dans les films, là, où vous savez, les trucs, on voit les éclats. Quand on voit ça et qu'on entend effectivement les gens hurler derrière, comme des gros molosses qui crient comme des jeunes filles, quoi. Parce qu'il faut vraiment faire quelque chose, il faut bouger, etc. Aujourd'hui, je prends les choses avec pas mal de recul, effectivement. Il n'y a pas le feu, on ne va pas mourir, quoi. Disons que je sous-estime pas les situations où je ne vais pas prendre trop de légèreté sur les choses, mais je vais peser les choses d'une autre façon. Ça force à relativiser en quelque sorte. Exactement. Après, ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas vécu ça sont pas en mesure de faire la même chose, hein. Mais en tout cas, le fait d'avoir effectivement, comme on dit, senti la poudre, ou d'avoir vu effectivement des
des gens en bien plus mauvaise posture que soi amène à relativiser. Votre expérience avec l'armée américaine, j'imagine ça doit être assez incroyable, à notre univers, surtout à cette époque où effectivement il y avait un gros investissement en Irak et en Afghanistan. C'est quoi les différences majeures ou au contraire les points communs que vous avez vus avec l'armée française entre l'Air Force et l'armée de l'air et de l'espace? C'est assez marrant, c'est qu'on a effectivement la même culture. Mais c'est-à-dire j'ai envie de dire, on a quasiment les mêmes blagues. On a la même façon de, de se moquer gentiment des autres armées, avec enfin, sur les mêmes angles d'attaque. C'est assez surprenant, j'ai l'impression que ouais, on a évolué pareil. Ensuite, alors, rappelez-moi votre question, parce que du coup, je me suis... Les différences et peut-être les similitudes entre l'US Air Force et... on a énormément de similitudes. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé dans cet hélicoptère américain, là, finalement, à peu de choses près, on faisait les choses exactement comme eux. Donc moi, j'étais sur Puma, on va mettre sur Caracal, mais on faisait les choses comme eux à delta près, quoi. Enfin, un petit delta près. Donc, j'ai ma plus grosse difficulté finalement, ça a été la barrière de la langue au départ. Et puis voilà, le fait d'évoluer avec une radio un peu plus compliquée. Déjà, parler avec des Américains, c'est pas simple. Alors, parler avec des Américains à la radio, c'est encore plus compliqué. Dans les différences, alors il y a pas mal d'idées reçues sur les Américains, notamment le fait qu'ils ne soient pas très débrouillards. Et moi le premier, hein, disons que j'avais déjà fait des opérations avant de partir avec le Air Force. On va sur des bases américaines ou sur des camps américains, il y a un gymnase immense, il y a un PX, Bon, et ben en fait là, quand je suis arrivé avec mes 20 000 Marines à Camp Bastion, à l'ouest de Kandahar, et ben on est arrivé sur un camp initialement britannique, qu'on a agrandi, quasiment en une nuit. Là, il y a des bulles là, qu'on aplani le terrain autour, et on nous a livré des containers avec du bois en palettes, enfin des palettes de plywood, enfin, c'est du contreplaqué, et puis d'autres containers avec des outils électriques portatifs, et on a construit nous-mêmes notre camp. On faisait des tables, des bancs, des chaises, des lits, des armoires, et on nous a laissé 48 heures pour faire ça. Donc au départ, on avait des tentes. Dans ces tentes, on a construit ces meubles. Et puis quelques semaines plus tard, autour de cette tente, on nous a construit quelque chose un petit peu en dur. Mais voilà, on n'est pas les seuls. Enfin, on a souvent l'idée que les Français, on est très débrouillards et excusez-moi le terme, mais on part avec la bite et le couteau. Mais on n'est pas les seuls à être débrouillards. Alors, c'est sûr, quand on a des outils électriques et des palettes de bois qui nous tombent dans les mains, c'est un peu plus facile. Mais je suis tombé sur des gens qui étaient inventifs, enthousiastes, et qui n'étaient pas du tout perdus dans le fait de se bricoler un camp, quoi. Bien au contraire. Donc voilà, on n'a pas le monopole on n'a pas le monopole de la débrouillardise. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme différence? Bon, des différences de culture, mais ça, c'est pas propre aux militaires, hein. Parfois, ils ont une grande culture de l'oral. Les Américains, ils sont très très à l'aise pour prendre la parole avec n'importe qui en public devant une foule complète. Moi, j'étais bluffé par ces compétences-là. Un jeune aviateur là, qui était capable de faire un briefing à 400 personnes dans un amphi plein. Je trouve ça assez bluffant. Nous, on n'a pas forcément ces compétences-là, ou en tout cas, on a tendance à se freiner un petit peu, à pas oser le faire quand on est jeune. Finalement, ils le font tout de suite,
dès le plus jeune âge et ça fonctionne très bien. Voilà. Non, globalement, je sais pas, peut-être que je me suis vite assimilé, j'en sais rien. Il n'y a pas tant de différence que ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné, peut-être à cette période, peut-être même avant, quand vous avez commencé votre engagement, est-ce qu'il y a un conseil qui vous a vraiment beaucoup aidé et que vous aimeriez partager à un jeune aviateur? Le conseil qu'on m'a donné, c'était un général, je pense que je peux le citer, c'est le général Delon, qui était attaché de défense à Washington. Et je venais d'arriver. Mon avion pose, sort de l'avion, on va directement à l'ambassade. Et j'étais avec mon épouse. Et donc, voilà, il me souhaitait la bienvenue et il me demandait alors, comment vous considérez ces années à venir? Alors, j'ai dit, imaginez, moi, jeune capitaine devant un général 3 étoiles. Je dis, bon, ouais, c'est un challenge à venir. Je sais que là, j'arrive avec un petit peu le statut de pionnier, parce que j'étais le premier Français dans les hélicos à faire cet échange. Je dis, voilà, donc le plus important, c'est que bon, j'arrive que je sois à la hauteur de tout ça, et puis qu'on en ressorte quelque chose de bon pour l'armée de l'air française. Et puis là, il m'a regardé, oui, je suis d'accord avec vous, seulement pour moi, le plus important, il est juste à côté de vous, elle est à gauche, c'est votre épouse. Et j'ai trouvé que c'était une philosophie qui était très très bonne. C'est-à-dire que on est tous ici passionnés par ce qu'on fait. On ne fait pas ce métier pour autre chose. On fait ce métier parce qu'on est passionné. Si on le faisait pour l'argent, ça se saurait. On ne devient pas riche en étant militaire. Donc on le fait par passion. Et bien souvent, cette passion, elle peut occulter un petit peu les à côté. Et on peut s'oublier soi ou on peut oublier sa famille. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai retenu, c'est ça. Après, on essaie de se l'appliquer, ce qui n'est pas facile, parce que la réalité du terrain et du quotidien vous rattrape et on est bien obligé parfois de sacrifier un petit peu de son temps et du temps de ses proches. Mais en tout cas, c'est un conseil que j'ai très bien pris. J'ai trouvé ça d'un grand courage qu'un chef me dise ça finalement. Et ce qui est le plus important, c'est... Oui, l'armée de l'air, c'est important, mais le plus important, c'est votre épouse à côté, parce que voilà, vous allez faire votre carrière, mais une fois que ça sera fini, il faut déjà que vous soyez toujours là, et puis il faut qu'elle ait pas fait que subir votre engagement. C'est un très bon conseil qui peut aider même, je pense, en dehors de l'armée, à quelqu'un de passionné. Je pense à des entrepreneurs qui, des fois, parfois, ne pensent pas forcément à ça. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.